Salut, aujourd'hui je te propose de corriger un exercice d'écrit de réduction des endomorphismes. Donc c'est un CCP MP 2005, mais ça s'adresse aussi au PSI ou au PC. Donc l'énoncé est dans la description, je t'invite à le consulter, à essayer de chercher par toi-même les réponses et ensuite je vais passer directement à la correction. Et c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais il y a un corrigé écrit qui est disponible sur le recueil de problèmes que je mettrai en description. Bon, donc première partie de la question, montrer que A est diagonalisable. Bon, bah, par hypothèse, on admet que A a n valeurs propres distinctes. Donc ça veut dire que son polynôme caractéristique est scindé simple, donc A est diagonalisable. Voilà, ça veut dire que il y a une matrice P de passage telle que A égale PDP moins 1, où D c'est la matrice diagonale avec que des lambda 1, lambda 2, etc. Voilà, maintenant il faut montrer une équivalence qui est assez simple. Donc je prends R, une matrice une matrice. Je montre que R appartient à racine de A, c'est équivalent à ce que P-1 RP appartiennent à racine de D. Donc je vais raisonner par équivalence. Si R appartient à racine de A, c'est que R carré égale A. Donc si je compose par P-1 et P à gauche et à droite respectivement, j'ai P-1 R carré P égale P-1 AP. Et à gauche, en fait, je peux factoriser, du coup, reconnaître en fait P-1 RP le tout au carré, puisque si vous calculez, ça fait P-1 R carré P. Et à droite, je reconnais D, étant donné ce que j'ai écrit juste au-dessus là. Donc j'ai P-1 R P le tout au carré égale D. Et en fait, à gauche, j'ai reconnu S. J'ai P-1 R P le tout au carré, donc ça fait S carré égale D. Et finalement, ça veut dire que S appartient à racine de D, donc par équivalence, on a bien montré le point voulu. Allez, donc on est parti pour cette deuxième question. Donc l'objectif, c'est de montrer que DS égale SD, puis d'en déduire que S est diagonale. Donc la première partie est très simple, par définition S carré égale D. Donc si je fais SD, je trouve S cube, et si je fais DS, je trouve aussi S cube, donc on a bien l'égalité entre les deux produits de matrice. Maintenant la deuxième partie, j'ai DS égale SD, donc j'ai une égalité entre les coefficients IJ de DS et SD. Donc je vais écrire ça, je fixe IJ dans un N, et j'ai l'égalité suivante. Donc le coefficient IJ de DS, c'est somme des DIK SKJ, et le coefficient IJ de SD, c'est somme des SIK DKJ. Donc je pars de là. Maintenant je sais que D diagonale, donc DIJ, ça vaut 0 si I n'est pas égal à J, mais ça vaut DII, c'est-à-dire lambda I, la valeur propre de A, si I égale J, par définition. Donc ça va me permettre de simplifier la somme, de la tuer, et je vais trouver SIJ lambda J égale lambda I SIJ. Donc je peux factoriser par SIJ et trouver donc lambda I moins lambda J, facteur de SIJ égale à 0. Donc là, c'est soit lambda I moins lambda J égale à 0, soit SIJ égale à 0. Et je rappelle que je vais montrer que les coefficients non diagonaux sont nuls, donc ça veut dire que I est différent de J. Donc, comme les valeurs propres sont distinctes, 2 à 2, donc lambda i ne peut pas être égal à lambda j, donc c'est que forcément SIJ égale à 0. Et donc bon, il faut préciser qu'on est dans R pour justifier le fait qu'on est dans un anneau intègre, il suffit de le dire et puis ça c'est bien dans une copie de concours. Donc SIJ égale à 0 et en fait si I est différent de J bien sûr, et donc on a montré que S était diagonale. Question suivante, donc assez simple. Bon si je pose S, la matrice diagonale dont les coefficients sont S1 etc. Sn, je rappelle que j'ai toujours S carré égale D, puisque S est une racine carrée de D. Et donc là, je peux trouver une égalité de coefficients entre S carré et D. Du coup, j'en déduis que SI au carré, pour tout I dans un N, c'est lambda I, et donc la question est déjà traitée. Bon, donc qu'est-ce qui va se passer si j'ai une valeur propre négative maintenant? Si A admet une valeur propre négative, ça veut dire qu'en fait, il y a un lambda I0 qui est strictement négatif. Et donc, ça veut dire par la question suivante que il y a un SI0 au carré qui est strictement négatif. Or, ça c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on manipule des réels. SI0 c'est un réel puisque toutes les matrices sont réelles. Donc de là, on en déduit que c'est absurde, et donc que dans ce cas-là, le spectre, les racines carrées de A, il n'y en a pas en fait.
Bien, donc maintenant on suppose que toutes les valeurs propres de A sont positives. Bon, ben maintenant on peut appliquer la racine carrée, il n'y a pas de souci. J'ai bien pour tout i SI au carré égale lambda I, donc je peux appliquer la racine carrée en n'oubliant pas qu'il y a deux solutions qui sont plus ou moins racine de lambda I. Mais le plus ou moins, dans l'énoncé, on nous invite à poser epsilon I égale plus ou moins 1. Donc il faut utiliser cette notation de l'énoncé. Et donc on a trouvé que pour tout i, SI est de la forme epsilon I racine de lambda I. Et donc au final, en fait, on a caractérisé S. S, c'est la matrice diagonale qui a des epsilon I racine de lambda I comme coefficient. Et réciproquement, une telle matrice convient. Si j'élève S au carré, je retrouve lambda 1, etc., lambda n. Donc une racine carrée S est bien une racine carrée de D. Donc j'ai bien caractérisé l'ensemble des racines carrées de D. C'est bien l'ensemble des matrices diagonales epsilon 1 racine de lambda 1, etc. epsilon n racine de lambda n où les epsilon i sont plus ou moins 1. Bon, donc on est un peu dans la question conclusive du problème. Il y a un petit piège, mais on va essayer de le déjouer. Donc il faut du coup caractériser l'ensemble des racines carrées de A, et nous on a travaillé sur l'ensemble des racines carrées de D, mais normalement il ne devrait pas y avoir de souci puisqu'il suffit de changer de base pour passer de D à A, donc on va s'en servir. Déjà, on a montré que la racine carrée de D, si le spectre de A était inclus dans R+, c'est-à-dire que toutes les valeurs propres étaient positives ou nulles, eh bien c'était des matrices diagonales sur la forme epsilon I, lambda I, etc., où les epsilon I sont plus ou moins 1. Ou sinon, il y avait rien, enfin le spectre, les racines carrées de D étaient vides. Bon, la deuxième question, on a montré que donc P-1 RP est une racine de D, c'est équivalent à dire que R est une racine de A. Donc grâce à ce lemme-là, on a caractérisé race de A au final. Donc si spectre de A est inclus dans R+, les racines carrées de A sont de la forme P diagonale epsilon 1, racine de lambda 1, etc., P-1. Donc dans ce cas-là, on a trouvé l'ensemble des racines carrées de A. Donc c'est bien ce que j'ai dit, on s'est ramené à un changement de base. Par contre, dans le cas contraire, on a toujours une contradiction, et donc l'ensemble des racines carrées de A est vide. Donc voilà, maintenant il faut compter le nombre de solutions, en fait le cardinal de racine de A selon les valeurs propres lambda I. Bon, dans le deuxième cas, l'ensemble des racines carrées de A est vide, donc il y a 0 élément. Bon, c'est pas très dur. Maintenant, le cas difficile, c'est quand c'est non vide. Donc, il y a deux choix à chaque fois qu'on peut faire pour les coefficients diagonaux, puisqu'effectivement, on peut prendre epsilon 1 égale moins 1, ou égale 1, puis epsilon 2 égale moins 1, puis 2, puis 1, etc. Donc, à chaque fois, on a deux choix. Donc, en tout, vu qu'on a n coefficients, on a 2 puissance n choix. Mais attention, à aucun moment on a exclu que 0 pouvait être valeur propre. Donc il faut prendre ce cas-là en compte, puisque si j'ai une valeur propre qui vaut 0, peu importe la valeur de epsilon i fois 0, ça va faire 0. Donc on perd un choix en fait. Et en fait, si la valeur propre lambda 1 égale à 0, c'est bien ce que je dis, il n'y a pas de choix à faire pour epsilon 1, mais les valeurs propres, elles sont toutes distinctes et classées par ordre croissant, pour que ce soit plus simple. Donc si lambda 1 égale à 0, lambda 2, elle est forcément plus grande que 0, et les autres valeurs propres le sont aussi. Donc il n'y a qu'un seul cas qui peut être un piège, c'est le cas où lambda 1 égale 0. Et donc là, on perd un choix, donc j'ai plus que 2 puissance n moins 1 choix. Et donc, j'ai caractérisé race de A dans tous les cas, son cardinal, ainsi que la forme des solutions des racines carrées de A. Allez, donc maintenant on va faire une question applicative. Donc on va devoir calculer les racines carrées de A, qui est une matrice 3-3. Donc c'est pas très intéressant, mais ça prouve qu'on sait ce qu'on fait. Donc là, je vais utiliser pas mal de résultats qui sont un peu hors programme en début de SP, c'est-à-dire qu'on les a pas encore vus, mais ils vont arriver plus tard. Donc tout ce qui est du théorème spectral, de relation d'orthogonalité, c'est pas encore énoncé dans le cadre de la réduction des endomorphismes, mais ça va venir, donc je fais quand même les remarques. Alors allons-y. Déjà, A est symétrique réelle, donc elle est diagonalisable, donc ça c'est le théorème spectral qui nous le dit. Maintenant, on va calculer son polynôme caractéristique. Ça n'a pas besoin de théorème abstrait. Donc, on va calculer son polynôme caractéristique. C'est déterminant de xn xi3 moins a.
Donc bon, bah, je calcule. Et là, vu la grandeur des coefficients, en fait, ce serait une mauvaise idée d'appliquer une règle de Sarus. On va pleurer des larmes de sang si on doit calculer ça. Donc l'idée, ça va être de jouer sur les colonnes, les lignes, faire des opérations pour simplifier le problème. Donc, donc déjà, on remarque que si je somme la colonne 2 et la colonne 3, en fait, je fais disparaître le 5 et je fais apparaître des x au milieu. Donc je peux factoriser par x et j'ai trouvé la première valeur propre, donc 0. Donc là, on est déjà pas mal. On a esquivé un calcul. Maintenant, est-ce qu'on peut pas en esquiver un deuxième? Ça va être peut-être un peu plus difficile. L'idée, ça va être de faire apparaître un 0 ici, puisque bon, là j'ai un moins 5 et là j'ai un 5, donc il faut faire apparaître un 0 au même endroit en fait. Ça c'est une technique en fait qui n'est pas au programme, mais si vous faites apparaître un 0 là et qu'elle est symétrique, vous pouvez le faire apparaître là. C'est la réduction de Gauss qui vous le dit. Maintenant, je fais du coup L2 reçoit L2 plus L3 pour faire apparaître le 0 ici. Bon, bah ça fait ça. Et maintenant, je vois un peu plus clair peut-être pour trouver la dernière valeur propre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc là, effectivement, pardon, j'ai deux zéros, donc je peux peut-être appliquer une règle de Sarus, parce que bon, j'ai deux zéros, donc ça va pas mal simplifier les calculs. Mais moi, je suis plus ambitieux, je vais essayer de trouver une autre valeur propre avant d'appliquer la règle de Sarus. Donc, si je fais L1 reçoit L1 plus L3 moins 1 demi de L2, je récupère x moins 16 en fait avec un coefficient 1 demi. Donc je factorise par x moins 16. Et bon, bah, j'ai la matrice suivante. Et là, je peux appliquer la règle de Sarus. Il y a beaucoup de zéros. Il y a du coup, il n'y a plus trop de x, vu que j'en ai sorti 2 ici. Et donc, du coup, je trouve facilement la dernière valeur propre qui sera 1. Donc, le polynôme caractéristique, c'est x facteur de x moins 1, facteur de x moins 16. Donc, les valeurs propres sont 0, 1 et 16. Maintenant, je dois calculer les sous-espaces propres associés à chaque valeur propre. Donc je suis très heureux de faire ça, ça va me faire trois systèmes linéaires à résoudre en dimension 3. Donc je suis vraiment très très content. Et je vais du coup, bon, donc ça c'est pour calculer P qu'on fait ça. Donc l'idée c'est, voilà, je rappelle la définition, c'est de calculer E de lambda A, c'est-à-dire les x dans R3 tels que AX égale lambda x pour lambda égale 0, 1 et 16. Donc bon, il y aura en fait qu'un seul x enfin si, il y en a une infinité, mais ce que je veux dire c'est que ce sera engendré par un seul vecteur à chaque fois, puisque à chaque fois on a une multiplicité de valeurs propres. Donc à chaque fois on va trouver un vecteur et on va les concaténer pour faire P. Bon, donc c'est ce que je disais, j'ai trois systèmes linéaires à trois inconnus, chaque sous-espace est de dimension 1, et là où on pouvait ruser, c'est que le théorème spectral, en fait, vu que A est symétrique réel, il va nous dire que ces sous-espaces sont orthogonaux, donc si j'en ai trouvé deux, bah, je peux construire le troisième en faisant le produit, en fait si j'ai trouvé deux vecteurs de deux sous-espaces, bah, je peux construire le dernier en prenant le produit vectoriel, mais je ne sais pas si c'est pas hors programme, donc à voir. Et donc du coup on s'éviterait un calcul parmi les trois. Mais bon bref, je donne tous les vecteurs du coup. C'est du coup 0, 1, 1 qui est associé à la valeur propre 0, moins 1, 1 pour 1, et 2, moins 1 pour 16. Et à chaque fois, on peut prendre des vecteurs proportionnels à ceux que j'ai pris, puisque bon, bah, ça c'est une partie génératrice, donc c'est défini à un coefficient multiplicatif près. Donc maintenant, je peux poser P, la matrice de changement de base. Donc j'ai mis 0, 1, 1, moins 1, 1. Donc j'ai recopié en fait les vecteurs à la suite des uns des autres. Et attention, je dois bien mettre les valeurs propres dans le même ordre. Si là j'ai mis le vecteur propre qui correspond à la valeur 0, 0, 1, 1, ben là je dois mettre la valeur propre 0. Et ainsi de suite. Donc là j'ai mis 1 qui correspond à ce vecteur propre là. Puis ici j'ai mis 16. Et donc on les a bien dans le même ordre. On a bien les valeurs propres et les vecteurs propres qui interviennent dans le même ordre. C'est ce que je disais en remarque en bleu. Bon,
Du coup, maintenant, on peut enfin appliquer le résultat. Bon, bah, la question précédente, elle montre que les racines carrées de A sont 4 matrices et qui sont définies du coup par P-1 fois la diagonale, la matrice diagonale 0 plus ou moins 1 plus ou moins 4 où 1 en fait c'est la racine carrée de 1 et 4 c'est la racine carrée de 16 qui sont les racines carrées des coefficients diagonaux. Et donc en fait on a caractérisé toutes les matrices et en particulier, c'est vrai qu'on pourrait peut-être expliciter, parce que là, il resterait à calculer P-1, donc qui est 1 sur déterminant de P transposé de la comatrice de P. Mais en fait, la question, elle ne demande pas de le faire explicitement, donc c'est pas la peine de le faire. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre la cloche. Il y a pas mal de grosses vidéos qui vont arriver donc sur les concours, que ce soit l'écrit ou l'oral, donc ce serait dommage de les rater. En tout cas, j'espère te retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo en maths ou en physique. A plus!